On s'intéresse ce soir dans la télé d'ici à une maladie, une pandémie, une épidémie. Enfin, tout dépend des périodes et des zones que tout le monde a forcément connues. On en a forcément souffert au moins une fois dans sa vie. On va d'ailleurs se poser la question de savoir, est-ce peut-être la maladie qui tue le plus en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire? On va parler ce soir du paludisme. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous devriez savoir? On en parle ce soir avec celui qui est en charge donc de la coordination du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Méa-Antoine Tano, qui est un invité unique de la télé d'ici ce soir. On va aussi essayer d'obtenir de lui des statistiques beaucoup plus récentes, puisque les données disponibles, notamment sur Internet, remontent à 2018. On lui posera donc une salve de questions, l'INSEE et Pierre et moi. La loupe à retrouver ce soir, donc retour sur les législatives du 6 mars dernier, et la mi-temps de l'INSEE, donc ça va parler de sport. Pour le volet artistique, sur la scène de la télé d'ici, la Tiben sera en attraction et nous reprendra notamment l'As de cœur de François Kensi. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi, 18h40, pour en savoir sur des choses qui nous entourent, sur des choses qui nous concernent, sur des choses d'intérêt général. Ce soir, on va parler du paludisme et c'est pas trop d'ailleurs d'en parler, la répétition étant évidemment pédagogique. On va parler ce soir avec un invité qui répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici, Dr Méa-Antoine Tano. Bonsoir, bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. C'est exact. Dont la vocation, c'est de combattre le paludisme. C'est ça. Il n'y a pas deux explications. C'est ça. On est bien d'accord. Vous êtes... est-ce qu'on va, on va peut-être revenir sur des statistiques un peu plus actuelles, comme je le disais tantôt, puisque celles dont on dispose datent de 2018. Il y a aussi cette grande question qui est de savoir est-ce que le paludisme est le plus grand tueur du siècle en Afrique? Vous y répondrez. Juste le temps de dire bonsoir à l'INSEE. Ça va? Bonsoir, ça va? Et vous? Très bien, je vais bien. Le soleil de minuit. Ça va, Pierre? Très bien, merci. D'accord. Remis de cette victoire, non, du vendredi? Non Toujours grisé par le succès, mais ça va. D'accord. L'INSEE qui a décidé de ne plus participer les vendredis, c'est ça? C'est l'information majeure? Je serai absente tous les vendredis. Voilà, parce qu'elle en a marre de défaites. Trop de triche, et je peux vous dire que sur les commentaires sur le Facebook, tout le monde dit ça. Hein. Tout le monde dit qu'il y a vraiment du favoritisme à chaque fois pour l'équipe de Pierre. C'est vrai? Même avec le buzzer et tout? Tout à fait. C'est bizarre, ça. Bon, vraiment. Yako. Bon, c'est pas pire que le paludisme, ça c'est une certitude. Docteur Méa-Antoine, le paludisme, il tue beaucoup. Malheureusement. Dans quelle proportion? Malheureusement, le paludisme tue, mais c'est une maladie qui est évitable. Donc, si nous prenons des dispositions, nous pouvons éviter de mourir de paludisme. Quand vous dites si vous prenez des dispositions, on parle à titre individuel ou plutôt au niveau gouvernemental et des partenaires bilatéraux? Il y a d'abord à titre individuel, gouvernemental. D'accord. Parce qu'avant que le gouvernement ne prenne la décision, il faut que de façon individuelle, chaque personne prenne des dispositions pour éviter le paludisme, qui est une maladie évitable. Dormir sous une moustiquaire, le gouvernement ne va pas demander, le président de la République va demander de dormir sous une moustiquaire. Donc, le gouvernement fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire donner les moustiquaires gratuitement à la population de Côte d'Ivoire. Et donc, chaque population devait pouvoir dormir sur sa moustiquaire. Qu'elle dort sur la moustiquaire, elle évite les piqûres de moustiques. Tout le monde? Tout le monde. Même en ville? Même en ville. Mais parfois, le moustique peut nous piquer sans forcément que l'on dorme. C'est-à-dire comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que ce n'est pas tous les moustiques qui transmettent le paludisme. Il y a beaucoup de moustiques. On appelle communément tous ceux qui volent, on entend moustique. Mais ce n'est pas eux tous qui transmettent le plasmodium qui sera responsable du paludisme. C'est la femelle, l'anophèle. Voilà, c'est l'anophèle femelle qui pique au cours de son repas sanguin, vous transmet le plasmodium
Et en ce moment-là, quelques jours après, vous allez développer la maladie. Bon, évidemment, quand on est victime, on n'a pas le temps de savoir si c'est la femme ou l'homme qui a piqué. C'est ce qui est un peu regrettable dans l'affaire. Ben parce qu'en général, les entomologues vous diront que la femelle ne fait pas beaucoup de bruit. Ah oui, parce qu'on dit celui qui fait le bruit, c'est pas lui qui transmet la maladie généralement. C'est de la diversion ou quoi? En général, le mâle il fait beaucoup de bruit, Oui. mais au moment où vous vous rendez compte, Oui. C'est Le mal rassurant. est déjà fait. le mâle a déjà fait, vous sentez juste une petite bruit. C'est ça. Elle a déjà pris, la nouvelle femelle a déjà pris son repas sanguin. D'accord. En fait, ok, est-ce que c'est pas une forme de diversion, du coup? C'est-à-dire que le mâle permet en fait à sa femelle de se nourrir tranquillement? Non? Là, nous n'avons pas de données scientifiques par rapport à ça. Ok, Mais il faut dire que la nouvelle femelle fait moins de bruit. d'accord. Fait moins de bruit par rapport au mâle. Alors, vous parlez de statistiques, restons sur les statistiques. Est-ce que les chiffres sont en déclin ou est-ce que la situation est toujours aussi préoccupante? Non, je peux dire aujourd'hui, heureusement pour notre pays, les chiffres sont très bons actuellement. Parce que ce qu'il faudrait d'abord parler, c'est le nombre de cas de décès. Ce n'est pas le nombre de cas de maladie, c'est le nombre de cas de personnes qui ont contracté le paludisme. Mais on regarde la performance par rapport au nombre de cas de décès. Et donc, je disais tout à l'heure qu'en 3 ans, le nombre de cas de décès a été réduit de 50%. En 2016-2017, on avait 3222 cas de décès. En fin 2019, nous avons 1641. On parle de la Côte d'Ivoire. Hein? On parle de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que, dans les 3 ans, de 2017 à fin 2019, il y a une réduction de 50% du nombre de cas de décès. Comment vous l'expliquez? C'est une prise de conscience, encore une fois, individuelle ou c'est plutôt la riposte organisée par les autorités compétentes? Oui, il faut dire merci à notre gouvernement qui a bien compris, qui a compris depuis lors, qui a créé vraiment ce programme pour lutter contre le paludisme. Et donc le gouvernement ne cesse de trouver les moyens, surtout pour payer les moustiquaires. Vous voyez, les moustiquaires, donner les médicaments gratuitement à la population de Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a rendu le médicament gratuit. Le traitement du paludisme simple dans un hôpital public. C'est-à-dire que vous arrivez dans un hôpital Il y a public, une prise en charge totale. il y a une prise en charge totale, mais pas la consultation. D'accord. Parce qu'il y a souvent l'amalgame, on pense que c'est la consultation qui est gratuite. Non, c'est le test diagnostic rapide, c'est la goutte épaisse qui est les 2 examens qui sont gratuits et le médicament est donné gratuitement. Mais la consultation, elle n'est pas gratuite. Qui sont les populations qui en meurent? Les populations qui en meurent, en général, sont les enfants de moins de 5 ans. Mais les populations les plus vulnérables, ce sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Alors, pourquoi les enfants de moins de 5 ans en meurent plus que les autres populations? Pourquoi? Parce qu'ils sont plus vulnérables que nous autres. Parce qu'ils n'ont pas encore une prémonition. D'accord. Et ils viennent, c'est-à-dire que le paludisme n'a pas, c'est pas une maladie, dès que vous ne pouvez plus le contracter, vous pouvez contracter le paludisme plusieurs fois. Mais vivant sous les tropiques, vous avez une petite prémonition. Voilà. Donc, ils sont plus vulnérables parce que la maladie est encore plus grave chez les enfants. Parce que chez les enfants, au moment où vous vous rendez compte, un enfant qui fait une fièvre aujourd'hui, bon, la mère va lui donner un paracétamol, ça va passer. Le lendemain, elle n'a pas pensé que c'était un paludisme. 3 ou 4 jours après, l'enfant va refaire encore une fièvre. Mais pendant ce temps-là, l'enfant est en train de développer une anémie. OK. Et donc, ça va développer. Donc, au moment où la maman va se rendre compte pour l'envoyer à l'hôpital, l'enfant est en train de faire des convulsions. Et c'est généralement trop tard. C'est déjà trop tard, soit s'il n'en meurt pas, mais il peut sortir avec quelques séquelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite aller à l'hôpital quand on ressent les Devant symptômes? le corps chaud d'un enfant, Oui. il faut vraiment envoyer à l'hôpital. Devant nous, tous qui sommes assis ici, si vous avez la fièvre, c'est d'aller à l'hôpital. C'est le seul à l'hôpital, on va voir si vous avez le paludisme ou non. On vous fera soit un examen au bout du doigt, qu'on appelle les tests de diagnostic rapide, ou bien on prend le sang, on fait ce qu'on appelle la goutte épaisse. Et ces 2 examens-là vont vous dire que soit vous avez le paludisme, ou bien soit vous n'avez pas le paludisme. Mais si c'est un hôpital public que vous avez le paludisme, on vous donne ce médicament-là gratuitement. D'accord. Mais il y a des formes graves aussi. Ce n'est pas le paludisme qui tue. Ce sont les formes graves qui accompagnent d'anémie, qui accompagnent de convulsions et de détresse respiratoire. Ce sont ces cas-là, ce sont ces cas graves-là qui tuent. Donc, chez la femme enceinte aussi, elle peut perdre son bébé. OK. Elle peut faire un avortement prématuré. Elle peut avoir des enfants, un enfant qui naît avec un petit poids. Donc tout ça, ce sont les conséquences et puis elle peut même mourir dans les cas graves.
Vous dites qu'il faut aller à l'hôpital dès qu'on se sent mal, dès qu'on a de la fièvre. Mais aujourd'hui, les médicaments du palu, notamment le Coartem par exemple, sont disponibles en pharmacie sans ordonnance. Est-ce que le fait d'aller les acheter et de se soigner, parfois même sans TDR à la pharmacie, est-ce que c'est un comportement que vous déconseillez? Nous avons déjà formé, je peux dire, nous avons formé les responsables des officines privées de Côte d'Ivoire, les pharmaciens, à reconnaître aussi, à utiliser les TDR. Il y a des pharmacies à Abidjan et à l'intérieur du pays qui ont les TDR au niveau des officines. Dès que vous arrivez, si vous pensez que vous avez le paludisme, ils font d'abord ce test. Mais je ne peux pas vous dire que c'est partout en Côte d'Ivoire, non. Mais il y a des officines qui en font. Donc on en connaît quelques officines. Mais sinon, normalement, on ne devait pas pouvoir aller dans une pharmacie et lui soi-même faire son diagnostic et prendre un traitement. C'est pas possible. Et pourtant, c'est le cas. Ils sont disponibles en pharmacie sans ordonnance. Mais alors, qu'est-ce qui empêche de former tous les responsables d'officine, de pharmacie? Mais nous, on forme une personne à la pharmacie et cette personne aussi doit former ses collaborateurs qui y sont. Et donc, normalement, devant tout cas de fièvre, une personne qui vient à la pharmacie vous dit « Moi, j'ai un paludisme », l'acteur qui donne le médicament doit pouvoir dire « Est-ce que vous avez un test au moins? Vous avez une ordonnance au moins ?» S'il a une ordonnance, ça veut dire qu'il a fait. Cette personne a une ordonnance, cette personne vient dans l'hôpital. Et donc, ça fait un test, et dans le test, ça a confirmé que vous avez le paludisme. Parce que l'OMS dit qu'on ne traite pas, toute fièvre n'est pas égale au paludisme. Malheureusement, toute fièvre n'est pas égale au paludisme. Donc, si vous avez la fièvre, il faut confirmer que c'est le paludisme avant de prendre un traitement de paludisme. Donc, mais on vient dans les officines, on dit j'ai le paludisme sans test préalable et on prend un médicament. Ce n'est pas normal. Ça devait pouvoir changer. C'est cela, mais parce que ce serait une très belle alternative. On sait que les hôpitaux publics, même privés, sont un peu engorgés. Donc, si tous les responsables des officines étaient formés, ça réglerait la question. On va directement à la pharmacie, on fait son test et voilà. Normalement, ça nous évite de passer par la case hôpital. Non, mais normalement, l'officine n'est pas un lieu de consultation. Mais vu que c'est quelque chose de tellement courant, tout le monde fait le palu. Oui, mais c'est-à-dire que si on confesse cela, on rend ce qui n'est pas normal. C'est pas normalement, si vous avez la fièvre, allez-y dans un centre de santé le plus proche. Et puis on fait votre test. Et quand on a fait le test de diagnostic rapide ou bien la goutte épaisse, vous savez ce que vous avez. Vous allez maintenant à la pharmacie avec une ordonnance. Normalement, dans d'autres pays, vous ne pouvez pas aller prendre un médicament sans ordonnance. Non. Malheureusement. Mais c'est ça. Mais on a rendu des médicaments essentiels, souvent courants. Mais il faut que chaque personne, il faut que le cas de paludisme soit confirmé avant traitement. Est-ce que le TDR donne le taux de plasmodium dans le sang, en fait? Non, lui, il ne donne pas. Il faut faire un vrai test. Non, lui, je rappelle que TDR, c'est test de diagnostic rapide. Quel degré de paludisme on a, en fait? Parce que souvent, il y a certaines personnes qui se soignent pour un palu et qui se trouvent est beaucoup plus grave, a des formes beaucoup plus graves, et qui ont juste fait un dépistage rapide et qui n'ont pas pris la mesure du taux de plasmodium qu'ils avaient dans le sang. Bon, non, parler comme ça, non, c'est pas ce que ça voudrait dire. Vous avez un test de diagnostic rapide quand il vous dit soit vous avez le paludisme ou non. Oui, ce que je veux dire, est-ce qu'après le TDR, il faut aller justement... Non, après le TDR, vous n'avez pas besoin. D'accord. C'est-à-dire que si vous êtes un cas de paludisme grave, on vous voit, ça se fait automatiquement. Vous avez d'autres signes qui accompagnent. D'accord. Parce que quand on parle d'une simple, vous venez pour une fièvre, ou bien des céphalées, ou bien des douleurs abdominales chez les enfants et tout ça, ou bien des courbatures. Vous venez pour ça. Ça, c'est un cas de paludisme simple, et puis on confirme le cas. On dit que vous avez le paludisme, on vous donne un médicament. Ce sont les médicaments, les comprimés qu'on prend en 3 jours. Mais vous pouvez venir à l'hôpital avec une forte fièvre, à plus de 40 degrés. Vous êtes mal en point, avec des yeux très blancs et tout ça, et avec même sur une dyspnée et toutes ces choses-là. En ce moment-là, quand on regarde, on fait votre test, on regarde on dit, ah tiens, ce monsieur-là, là, on peut faire une goutte épaisse. La goutte épaisse est le seul examen qui permet de savoir quelle est la quantité de plasmodium que vous avez dans le corps. Donc, on appelle ça goutte épaisse plus frottis sanguin. Donc, ça nous permet d'avoir, et ça vous donne le type de plasmodium. Parce qu'il y a plusieurs types de plasmodium. Donc, c'est tout ça que ça lui permet de voir. Mais dès qu'on découvre que vous avez un cas de paludisme avec anémie,
ça veut dire que c'est un paludisme grave. Vous avez un cas de paludisme avec une dyspnée de détresse respiratoire, c'est un cas de paludisme grave. Vous pouvez venir aussi avec un trouble de la conscience. On appelle une perte de connaissance initiale. Vous venez vous êtes venu, vous êtes soit dans le coma, ou bien vous êtes omnubilé, avec une forte fièvre. En ce moment-là, on dit que vous êtes un paludisme grave. Là, on vous prend en charge en hospitalisation. Seul le paludisme simple se traite en ambulatoire. Seul le paludisme grave nécessite une hospitalisation. Une hospitalisation. D'accord. L'INSEE. Mais est-ce qu'il y a des comportements qui favorisent le paludisme? Est-ce que, suivant certains comportements, on peut contracter le paludisme? Oui, malheureusement, il y en a beaucoup. Si vous avez une maison chez vous à la maison, que vous avez des pots de fleurs, que vous arrosez vos pots de fleurs et qu'il y a déjà de l'eau sur le nageur de vos pots de fleurs, ça va être un lieu de reproduction des moustiques. Vous avez des barriques qui sont ouvertes, vous avez des seaux qui partent avec de l'eau. Le moustique n'a pas besoin de beaucoup de quantité d'eau. Même ce gobelet est très grand, c'est très grand même pour le moustique. Il suffit qu'il y ait un peu d'eau, juste quelque part, pour qu'il pond ses œufs. Donc même, on a chez nous, souvent quand on a dit on est bien, on a un bon jardin avec souvent des bananes et tout ça. Dans les bananiers que vous voyez, il y a de l'eau et cela, les moustiques pondent leurs œufs dedans. Donc souvent, une fois j'ai été voir une autorité qui me disait que tiens, docteur, il n'y a toujours pas d'œufs chez nous. Je suis arrivé chez lui, j'ai dit, mais monsieur, vous élevez les moustiques chez vous. Ça l'a frustré, mais malheureusement, il élevait les moustiques. D'accord, sans le savoir. Sans le savoir. Ouais, et j'ai pris l'eau qu'il avait. J'ai pris l'eau qu'il avait dans ses pots de fleurs et qu'il avait dans ses bananiers. J'ai juste couvert avec, mis ça dans un petit récipient, couvert ça de sachets blancs. En 3 jours, il a vu les moustiques qui étaient tortés. Ah oui, dans vos barriques, quand vous voyez dans les barriques, les larves que vous voyez dans les barriques, ce sont les larves de moustiques. Si vous enlevez ça, vous mettez ça quelque part, en 3 jours, ça devient des moustiques. Donc, voilà un des comportements. Et donc, souvent aussi, ça, c'est un des comportements. Et souvent, devant nos maisons, on a des flaques d'eau. On saute tout ça pour rentrer dans notre maison de verre. Mais la flaque d'eau qu'on a sautée, cette flaque d'eau va être un lieu de reproduction des moustiques. Il faut combien de temps un moustique pour se démultiplier? Pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que le moustique devient adulte rapidement. Donc, il pond les œufs en moins d'une semaine. Les moustiques sont chez vous. Est-ce qu'il y a des périodes du coup, où on a des pics Oui, il y a des périodes où on a des pics. La maladie. Oui, donc, on a des pics. Donc, dans le comportement, c'est ça, ne pas dormir sur le moustiquaire. C'est un des comportements qu'il faut éviter. Il faut dormir sur la moustiquaire pour se protéger, surtout pour la femme enceinte, les enfants de moins de 5 ans. La période, ce sont les périodes, il y a les périodes de pluie. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on dit que la maladie, le paludisme est stable. C'est-à-dire, en n'importe quelle période de la vie en Côte d'Ivoire, on a le paludisme. Donc, pas que ce soit en saison sèche qu'en saison de pluie. Mais il y a une recrudescence avec la saison des pluies. Parce qu'avec la saison des pluies, il y a beaucoup plus de lieux de reproduction, il y a beaucoup plus de gîtes larvaires qui vont reproduire les moustiques. Je voulais juste terminer, mais vous parlez donc de dormir sous une moustiquaire, mais on ne passe pas son temps à dormir. Ça veut dire que parfois, enfin, je ne sais pas, on peut être en train de boire un verre ou en train avec des amis, on peut quand même se faire piquer par les moustiques. Et là, comment faire? Parce qu'on ne peut pas l'éviter, j'ai l'impression aussi. Non, on peut l'éviter. En général, un moustique qui vous pique dehors, ce n'est pas aussi important quand vous dormez. Ah bon? Quand vous dormez, vous pouvez recevoir entre 200 et 500 piqûres la nuit. Ah, ça tient au nombre de piqûres? Oui, c'est-à-dire que parce que quand vous êtes dehors, vous pouvez bouger. Vous bougez, vous faites d'autres choses. Le moustique peut ne pas vous piquer. Je repose la question autrement. Est-ce qu'une piqûre suffit donc à transmettre la maladie? Pour un sujet neuf. Un enfant, une personne qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, qui vit ailleurs, où il n'y a pas une seule piqûre suffira pour... Et pour Pierre, par exemple, qui peut-être totalise, je ne sais pas moi, une centaine de piqûres. Nous, on vit en Côte d'Ivoire ici, on a des piqûres, tout ça. Voilà. Il faut un certain seuil. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous, là, on a un certain seuil où on fait la maladie. Une vingtaine de fois, tu as eu le palu? Parce que je touche ma tête, jusqu'à présent, je ne l'ai pas eu. C'est que c'est grave. Justement, l'INSEE, c'est un cas d'école. Elle n'a jamais fait le palu, donc elle, c'est clair que son premier palu risque d'être foudroyant. Pas vraiment. C'est-à-dire que si elle fait une fièvre, qu'on la découvre tôt, qu'on la prend en charge. Après, j'ai pris beaucoup, vous savez, la prophylaxie. Oui, enfin, tu sais comment... Oui, mais je suppose qu'elle n'a pas développé suffisamment d'anticorps puisqu'elle n'a jamais fait de palu. Non, dans le paludisme, on ne fait pas ça. D'accord. Voilà. Donc, tu as dit non, c'est parce que là... Tout le monde se souvient de son premier palu. Voilà, non, là où elle vit, certainement, elle vit dans de bonnes conditions où
il y a soit, comment ça même, il y a... Non, comment ça s'appelle, il y a- c'est juste qu'avant, la- j'étais en Europe, c'est pour ça, et je suis arrivée là au mois d'août. Au mois d'août. Ah, mais Voilà. avant de venir, vous avez pris un traitement. Exactement, et même quand je venais en vacances, je prenais régulièrement des traitements. Voilà. Oui, Donc- mais pour parler comme vous, c'est un corps neuf. Oui, maintenant, il n'est plus neuf. Bah, Ah. Franchement, j'appréhende. Hein. Maintenant, son corps n'est plus neuf. Puisqu'elle a vécu, maintenant, elle vit maintenant sous les tropiques. Oui, mais elle n'a pas encore contracté la maladie. Oui, mais parce que pendant qu'elle faisait son traitement, Ouais. depuis l'Europe qu'elle vient, Ouais. elle a reçu des piqûres et toutes ces choses-là. Si elle n'avait pas ça, Ouais. elle allait faire le paludisme depuis qu'elle était venue. D'accord. Donc ça va. Et est-ce que je risque quand même de l'attraper, mais vraiment une forme sévère à un moment donné? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que la règle, c'est quoi? Vous avez une fièvre, faites-vous voir par un médecin. Ne vous traitez pas vous-même. Quand le médecin va vous regarder, va vous faire le test, il va dire, ah madame, vous commencez à faire un chose, j'ai vu que vous avez le paludisme, on va vous donner un traitement, c'est fini. Un traitement simple. Parce que souvent on a la fièvre, on ne va pas à l'hôpital. Moi, l'hôpital est toujours à côté. Mais on fait la fièvre, on dort à la maison. On prend des médicaments quelque part là-bas. C'est de On l'automédication. fait l'automédication. Oh, il suffit seulement de savoir que c'est le paludisme et vous on donne un traitement en 3 jours. C'est-à-dire vous prenez le traitement aujourd'hui et demain, la fièvre chute, le 3e jour pour aller au travail. Mais je veux bien, ne vous traitez pas vous-même, mais s'ils sont accessibles en pharmacie sans ordonnance... Malheureusement, ce n'est pas la meilleure des choses. Est-ce qu'il faut l'interdire justement dans les officines? Est-ce qu'il y a Non, une on ne peut pas législation l'interdire dessus? dans les officines parce qu'ils ont des... Ils sont censés faire les tests, c'est ça? Non, ils ne sont pas censés faire le test. C'est-à-dire que le pharmacien est censé donner des conseils donner des conseils aux patients qui viennent le voir. Donc, mais ce n'est pas la norme d'aller à la pharmacie et prendre les médicaments, surtout une maladie qu'on a besoin de confirmer. Et c'est pour ça qu'on a discuté avec des pharmaciens et qu'on a travaillé avec eux. Oui. Ils ont accepté d'être formés. Oui. Et donc, petit à petit, aujourd'hui, on est en train de voir, même aujourd'hui, on est en train de travailler avec les officines privées, faire passer des messages dans toutes les télévisions qui sont dans les officines privées pour dire qu'avant de prendre les médicaments dans une pharmacie, il faut confirmer le cas. D'accord. Donc, très bientôt, d'ici une semaine, les hôpitaux d'Abidjan, les pharmaciens, les officines d'Abidjan qui ont une télévision, ça va passer en boucle. Comment éviter le paludisme? D'accord. Comment se faire dépister et comment prendre le traitement. Quand vous dites que vous avez formé des pharmaciens, ça veut dire que certaines pharmacies ou certains pharmaciens sont habilités à faire le vrai test. Oui, du ils le paludisme. font déjà. Ils le font déjà. Ils le font déjà. Et dans ce cas, la prescription qui suit est totalement légitime. Voilà. Parfait. C'est la bonne nouvelle. Marquons une pause. On va à la pub. On se retrouve dans quelques petites secondes seulement. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'essentiel. Le paludisme, ça compte aussi. Enfin, disons qu'on aurait aimé ne pas le contracter. Mais bon, c'est un fait, on l'a contracté. Pierre l'a contracté plus d'une vingtaine de fois. L'INSEE, pas encore. Ça ne saurait tarder. Enfin, non. Non. Disons qu'elle croise les J'espère doigts pour pas, ne pas que ça voilà. se fasse. C'est inévitable ou pas de contracter le palu? J'ai bien dit que c'est une maladie évitable. Évitable. Oui. Donc, Bon. ça veut dire qu'on peut l'éviter. Probabilité? On peut l'éviter même à 100%. 20%. Ouh, À 20%. À 100%. À 100%? Oui, parce que Ouais. si vous partez chaque fois que vous vous déplacez, Ouais. et vous n'êtes pas dans votre maison dans laquelle vous avez mis des choses pour ne pas contracter le paludisme. C'est ça. Chaque fois que vous vous déplacez, vous avez votre moustiquaire. Quand vous dormez sur votre moustiquaire, vous n'allez pas faire le paludisme. D'accord, très bien. Alors, c'est bien noté. Vous l'avez prouvé d'ailleurs, enfin, vous l'avez dit, le moustique qui prospère dans les zones à forte humidité. Est-ce que c'est juste, première question, de conclure que dans la zone sud de la Côte d'Ivoire, on est beaucoup plus exposé et frappé par cette maladie? Deuxième question, c'est-à-dire que quand on est au nord, donc en zone sèche, on est plutôt à l'abri de cette affaire. Malheureusement, ce n'est plus la même chose en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il pleut au nord pendant qu'il fait chaud. Pendant la saison sèche, il pleut. En Côte d'Ivoire, malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a au moins une pluie chaque mois.
Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que pendant la saison sèche, on fait le paludisme parce qu'il y a encore quelques gîtes larvaires qui sont restés et les moustiques sont toujours là. Que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud. Donc, pendant notre période, notre saison, notre climat en Côte d'Ivoire, il va y avoir une recrudescence dans le sud lorsque la pluie va augmenter. Il va y avoir une recrudescence dans le nord lorsque la pluie aussi va venir en ce moment précis. D'accord, donc on est tous logés à la même enseigne. On est tous logés à la même enseigne. Je dis que le paludisme, elle a une transmission stable. OK. La transmission est stable, mais elle connaît des pics en saison de pluie. Que ce soit au nord, que ce soit au sud, au centre et partout. D'accord. Est-ce que le niveau, enfin je ne dirais pas ainsi, on a différents types de moustiques. Est-ce qu'à ces moustiques-là sont associés aussi un degré niveau de maladie, un niveau de gravité de la maladie? Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ça, mais la dengue, c'est dû aussi aux moustiques. Voilà, il y a d'autres maladies qui sont dues aux moustiques. Donc, je confesse, je fais la dengue. OK. Mais je n'ai pris aucun médicament, ce qui paraît qu'il ne faut pas prendre de médicaments et ça s'est bien passé. Bon. Dieu merci. Ouais. Parce que vous avez fait une forme simple. Parce qu'il y a des formes compliquées, auxquelles soit on est obligé de vous prendre en charge directement, soit à l'INSP ou soit à l'NHP. En plus, j'étais en déplacement dans un pays où ils ne connaissent pas du tout ce que c'est. Enfin, ils ne vivent pas chez eux, en vérité. Donc, j'étais hospitalisé pendant 5 jours et on ne m'a prescrit aucun médicament. OK. Bon. Nous remercions le Seigneur. Vous étiez en observation? Oui, j'étais aux urgences et en observation par la suite, oui. Mais sinon, normalement, il y a plusieurs types de moustiques. D'accord. La fièvre jaune, c'est dû à un moustique. Donc, tout ça, oui, c'est dû à... Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tous les moustiques qui donnent le paludisme. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un vaccin qui est prévu concernant le paludisme? Et si oui, quand est-ce qu'on pourra l'avoir? Heureusement, aujourd'hui, on peut dire que la recherche nous permet d'avoir ce vaccin. Il y a un vaccin qui en essai, au Ghana, au Malawi. Donc, c'est-à-dire que tu es en phase 4. C'est-à-dire que tu es en phase 4, on est en train d'essayer le vaccin en situation normale. En temps normal, on a vacciné quelques enfants pour voir le comportement de ce vaccin. Je pense que l'OMS devait pouvoir se prononcer d'ici la fin de l'année ou plus tard l'année prochaine pour dire que ce vaccin-là peut être utilisé. Mais au jour d'aujourd'hui, le vaccin qu'on a n'est pas efficace à 80%, 90%. D'accord. Mais il est utile parce que même s'il est efficace à 50%, compléter les mesures qu'on avait avant, ça va augmenter nos chances de ne pas contracter le paludisme, surtout chez les enfants. Alors, la particularité, la difficulté avec le palud, c'est que la forme elle est mutante, on peut le dire ainsi. La preuve, sur une certaine période, on a un type de molécule ou un type de médicament qui est utilisé. Plus tard, on nous dit que ce médicament il est obsolète, il ne fonctionne plus, il y a une nouvelle molécule qui est développée. Est-ce qu'on ne sera pas confronté à ça en cas de succès, par exemple, avec le vaccin? Malheureusement, le moustique se développe. Le moustique aussi vit comme les hommes. Donc le moustique développe aussi des résistances. Donc c'est vrai que par exemple il y a des médicaments comme la chloroquine qu'on a sorti de notre gamme de traitement parce qu'à un moment donné c'est devenu obsolète comme on l'avait dit tout à l'heure. La chloroquine ne marchait plus. Il fallait sortir ce médicament. Il y avait des médicaments qui ne marchaient plus, donc ils sont là sortis. Aujourd'hui, on appelle ce qu'on appelle des médicaments qui sont des combinaisons. Des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. C'est-à-dire c'est comme 2 médicaments qu'on prend pour que ça soit plus efficace. Mais pour l'heure, dans notre zone ici, on ne connaît pas encore de résistance. Donc c'est une très bonne chose. Et c'est la même chose aujourd'hui par rapport aux moustiquaires. Les moustiquaires, l'insecticide qu'on met dans les moustiquaires, on connaît aussi qu'il y a des résistances. Aujourd'hui, il y a des moustiquaires que vous utilisez et les moustiques s'asseyent dessus pour vous larguer. C'est ça. Donc, lorsqu'on a constaté cela, on a fait une enquête qui nous a permis de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a 28 districts sanitaires dans lesquels les moustiquaires standards ne marchent plus. OK. Et donc, par rapport à la campagne que nous allons faire dans ce mois de mars et d'avril, nous allons, dans ces 28 districts-là, nous allons donner des moustiquaires de seconde génération.
c'est-à-dire des moustiquaires de type spécifique, qui sont soit avec intercepteur IG2 ou PBO. Donc, dans les 28 sites, là, les moustiquaires sont de façon spécifique, qui est un moustiquaire qu'on va donner, qui marche maintenant dans ces zones. Et donc, les moustiquaires standards seront dans les autres districts où ça marchait avant. Donc, c'est comme ça que ça évolue. Donc, chaque fois que le moustique va développer une résistance, nous aussi, les chercheurs, les hommes, les chercheurs vont aussi développer d'autres médicaments ou d'autres moyens pour aller contre ça. C'est pour ça que depuis les chercheurs ont duré pour trouver un vaccin. Parce que le cycle du moustique, le cycle de la transmission du moustique n'est pas seulement chez l'homme. Il y a une partie qui se fait chez le moustique et c'est la seconde partie qui se fait chez l'homme. D'accord. Donc c'est tout ça qu'il faut étudier et tout ça avant que ça vienne. Alors, certains pointent justement du doigt le fait que pour la Covid-19, en l'espace de seulement 12-13 mois, on a trouvé un vaccin et que pour le palu qui tue justement des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes depuis plusieurs décennies, qu'on ne parvient toujours pas à trouver de vaccin. Un petit commentaire ? Ben, au risque de... Je souhaite ne pas voir les choses comme ça. D'accord. Parce que ce n'est pas le même type. L'autre, c'est un virus. La Covid-19, c'est un virus. Et lui, là, le paludisme, c'est un parasite. C'est un parasite. C'est totalement différent. Les types de recherches sont totalement différents. Oui, mais... Et l'autre principal du Covid, c'est chez l'homme. Mais dans le cas du paludisme, j'ai dit tout à l'heure, il y a une partie du cycle qui se passe sur le moustique. Et c'est lorsque le moustique, la nouvelle femelle, prend ce repas sanguin qui va vous inoculer maintenant le plasmodium. On ne connaît pas comment ça se comporte dans le moustique là-bas, même si on le connaît en entomo aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, donc, ça dit pour trouver un vaccin, ça a duré parce qu'il fallait analyser le comportement depuis le moustique, le comportement chez l'homme, et trouver des moyens qu'il fallait faire. Mais est-ce que c'est peut-être... Enfin, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que le Covid touche vraiment le monde entier et le palu touche une partie du monde et c'est peut-être... Touche le monde entier aussi, mais plus l'Afrique. Bon, en fait, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est vrai ça fait des décennies, Cheikh l'a dit, et bizarrement, le Covid, hop, allez, hop là. Je vais encore plus loin avec la question de l'INSEE. Si le paludisme tuait autant en Occident, on aurait peut-être trouvé un vaccin rapidement. Ça, c'est l'avis de bien de gens. Ça, c'est votre avis, mais je peux vous informer que l'Occident a souffert du paludisme. Ils en ont souffert. Ils en sont morts énormément. Mais pourquoi comment ils ont fait pour faire reculer le paludisme chez eux? C'est le développement. C'est rendre propre leur environnement. Quand vous arrivez, on parle de paludisme de l'aéroport, vous partez avec le paludisme, votre paludisme va rester à l'aéroport. C'est vrai. Parce que le moustique, avec le moustique que vous avez pris là, il ne va même pas trouver un lieu de pondre de ses œufs. Et même déjà dans l'avion, il y a une... Donc, il ne va pas trouver un lieu de pondre de ses œufs. Oh, chez nous, un moustique, quand il sort tout à l'heure, il y a un lieu de voir pondre ses œufs. Quand il pond ses œufs, il va se multiplier. Sinon, en Europe, il y a des moustiques, mais ils ne sont pas infectés. Eux qui vivent là-bas, il y a des moustiques, mais ils ne sont pas infectés. Ils n'ont pas le plasmodium. Donc, ça veut dire que... Donc, il faut un moustique pour que le moustique soit infecté pour qu'il puisse transmettre le paludisme. Donc, comme il n'y a pas de lieu de reproduction chez eux, il ne peut pas se développer comme ça. Donc, après ça, tous ceux qui vont trouver, c'est les sujets neufs, c'est les sujets qui n'ont pas le paludisme. Donc, ce n'est pas parce que l'Europe ne fait pas le paludisme qu'on ne trouve pas le vaccin. Il nous accompagne. Il accompagne les pays sous-développés, nous, à développer, à nous accompagner à trouver ce vaccin. Ils en font énormément. Mais il faut dire que, comme par rapport à la maladie à Covid-19, c'est quelque chose de mondial qui arrive à un moment donné. Et... c'est vrai que le paludisme tue, mais la façon dont tue la Covid-19 est trop spectaculaire et la transmission est trop rapide. C'est trop rapide et tuer des milliers de personnes en une journée, et c'est beaucoup. On l'a noté. Merci pour toutes ces informations. Pierre, vous aviez une question ? Oui. Visiblement, on va y aller assez rapidement. La question, c'était de savoir qui est le plus impliqué justement dans cette recherche contre le paludisme. Est-ce que c'est plus les États africains qui le portent ou alors la solution est plutôt extérieure au continent ? Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Il n'y a rien d'autre que fait. Il n'y a pas quelque chose que font les Africains que ne font pas les Européens et les Américains. C'est les chercheurs qui travaillent tous ensemble. Sous la houlette de l'OMS ou... La houlette de l'OMS. C'est l'OMS qui coordonne tout ça. D'accord. Donc aujourd'hui, le vaccin qui est en essai, qui est en phase 4, c'est un vaccin qui a été développé, qui a été fait même à côté de nous, une partie au Burkina,
Et donc, parce qu'il faut une zone tropicale pour pouvoir l'essayer. cela. Mais ça n'a pas été seulement fait par les Africains seulement. C'est un consortium d'Africains, d'Européens, coordonné par l'OMS qui le fait. D'accord. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes Africains qu'on doit nous laisser. Non, parce qu'eux aussi vivent chez nous ici. Absolument. Les Européens... Donc c'est une initiative mondiale. Voilà. Vous y avez répondu. On va marquer une pause, une halte pour parler des législatives qui se sont tenues donc, le 6 mars dernier. C'est le sujet de la loupe de Pierre. Jingle. Donc, des élections qui se sont déroulées le 6 mars, comme vous l'avez rappelé. On salue le fait que ce soit majoritairement sans heurts. On va s'intéresser à certains résultats clés, provisoires pour le moment, à certaines déclarations qui ont été tenues pendant la campagne. Et on finira bien sûr sur le fait du jour, pour moi, de ces législatifs ou le fait du week-end. On va commencer du côté de la Kota. Souvenez-vous, pendant la campagne, le candidat EDS, Lida Kwasi Moïse, tenait ses propos à l'endroit de son adversaire, Lamine Kouyaté, issu, lui, du RHDP. Abdoulaye Kouyaté, pardon. On écoute. Je le dis en français pour qu'ils comprennent bien. Voilà. Je salue l'honorable Kouyaté Abdoulaye. Ici, c'est la Kota. Alokwako. L'Ogibois. Alokwako. L'Okota. Alokwako. Ligrowen, Alokwako. Ici, là, un Kouyaté Abdoulaye n'a pas de pédigré ici. Voilà. Il faut que ce soit clair. L'Assemblée nationale est faite pour que chaque groupe sociologique de Côte d'Ivoire soit représenté dedans. Alors oui, on est bien en 2021 et on a toujours ce genre de propos, des propos qui ont été condamnés d'ailleurs par la CEI, qui reprochent de porter atteinte à la Constitution, au Code pénal, mais surtout au Code de bonne conduite des partis et groupements politiques, des candidates et candidats aux élections de Côte d'Ivoire, notamment pour le fait d'instrumentaliser des appartenances ethniques pour des fins politiciennes. Il faut croire que les populations de la Kota n'étaient pas du même avis, puisque Lida Kwasi a été battue selon les premiers résultats. On ne se réjouit pas de sa défaite, mais plutôt de la défaite de cette vision de la politique qui n'a absolument plus sa place aujourd'hui. Alors du côté des bonnes choses qui se sont passées pendant ces résultats, on va au plateau où Ouattara Draman a reconnu sa défaite face à Jacques Ewo. Grand bol d'air frais pour la politique ivoirienne et marque de respect pour les électeurs du plateau. Un exemple qu'on aimerait voir plus souvent en politique. C'est aussi le cas pour Amira Logognon dont on avait parlé souvent pendant cette campagne. Elle a reconnu la défaite de son époux, mais elle a marqué quand même l'histoire et ses législatives. Le dossier du jour, c'est bien sûr Agboville, le match Adama Bictogo contre Fleur Akembo, David contre Goliath. Après s'être déclarés tous les deux vainqueurs, les résultats de la CEI donnent Adama Bictogo vainqueur avec 53% des suffrages exprimés contre 39% pour Fleur Akembo. Mais la jeune candidate ne démord pas et ses partisans non plus. Et vous allez le voir dans cette vidéo, des partisans qui sont en total rejet d'Adama Bictogo et qui scandent des slogans. On ne veut plus du tabouret, on veut la paix. Donc on attend les résultats définitifs de la CEI, mais en tout cas, ce qui a été annoncé par la candidate du PDCI, c'est qu'elle allait faire un recours pour justifier les résultats définitifs du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel aussi, voilà. D'accord. Ce sera tout. Merci Pierre pour cette loupe consacrée donc aux législatives du 6 mars dernier tenues donc en Côte d'Ivoire. Évidemment, une actualité qu'on va suivre donc les jours à venir. On marque une pause, c'est une autre pause dans cette émission. Juste derrière, on poursuit nos échanges consacrés ce soir au paludisme en Côte d'Ivoire.
retour sur le plateau de la télé d'ici sur NCI pour Télévivre le paludisme ce soir en compagnie de Dr Méa-Antoine Tano, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. À retrouver dans quelques instants la mi-temps de l'INSEE, retour donc sur l'actualité sportive. À retrouver aussi la Tiberne en fin d'émission pour le volet artistique de cette émission. Alors, à titre individuel, pour prévenir le paludisme, beaucoup de méthodes sont utilisées, notamment les insecticides, les mousticots, tout c'est efficace? Est-ce que c'est la chose que vous recommandez? Ce n'est pas prohibé, nous ne l'avons pas rejeté, mais nous conseillons de dormir sous la moustiquaire. Pourquoi? Parce qu'il est plus efficace quand vous dormez. Parce que vous dormez, non seulement la moustiquaire, d'abord il y a la barrière physique et la barrière chimique. C'est-à-dire quand même vous mettez dans une forêt ou bien dans une savane, quand vous mettez votre moustiquaire, tout ce qui est reptiles, tout ce qui est n'importe quel insecte ne peut plus approcher là où vous dormez. D'accord. Donc ça, c'est tellement important. Parce que la personne peut oublier même de mettre son insecticide avant de rentrer dans sa maison. On dit donc, mais lorsque vous mettez un insecticide dans la maison, les moustiques ils sortent. Mais quand l'odeur finit, ils reviennent. Est-ce que le non-dit quelque part, c'est pas aussi que ces insecticides présentent peut-être d'autres dangers ou pourraient créer d'autres maladies ou d'autres affections? Oui, et puis bon, ce n'est pas tous les insectes qui sont encore homologués. Bon, donc, quand ce qui n'est pas encore homologué, tu ne peux pas me prononcer vraiment là-dessus. Est-ce que tous les insecticides vendus en Côte d'Ivoire sont homologués? Je ne peux pas répondre oui. Est-ce que tous les insecticides Vous dites pas non, mais vous ne pouvez pas répondre oui. Parce que je n'ai pas encore fait l'expertise de ça. Nous n'avons pas pu homologuer tout ça. Donc, ça ne passe pas par notre homologation. Donc, je ne peux pas affirmer pour dire c'est homologué ou non. Mais si c'est permis que ça soit vendu, ça veut dire qu'il y a eu une autorisation de vente. Est-ce qu'il existe des solutions naturelles pour lutter contre le paludisme? Où il faut forcément des solutions naturelles hormis la moustiquaire? Parlons de l'automédication. Mais vraiment naturelle, c'est-à-dire on ne prend pas de médicaments, on prend des plantes, des choses comme ça. Djoquadjo. L'artémésia. Ok. Je peux dire que même quand nous étions tous enfants, on en a utilisé. Oui. Les médicaments, on a bu, les plantes, ils peuvent guérir. Se laver avec et voilà, tout. Ils peuvent guérir. Mais aujourd'hui, il y a encore une médecine, il y a la médecine traditionnelle, qui est là, un programme qui s'en charge, qui développe cela. Mais ce que nous conseillons, parce qu'on ne connaît pas la toxicité des médicaments que nous prenons. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un programme qui a été mis en place par le ministère de la Santé pour canaliser cela. Sinon, ce n'est pas que ces plantes sont rejetées, non. Ces plantes ne sont pas rejetées. Mais l'utiliser sans contrôle, sans dose préalable, souvent ça crée d'autres problèmes. Mais sinon, quand c'est bien ajusté, ça ne devait pas vraiment poser de problème. Ils nous l'ont dit parce qu'ils sont passés sur le plateau de la télé d'ici, différents tradipraticiens, et ont expliqué effectivement qu'ils sont dans le cadre d'une association qui est reconnue par le ministère de l'Hygiène publique et qu'ils travaillent donc de concert afin de sortir donc un document plutôt consensuel et pour organiser un peu on va dire la profession. Je pense que ça a été dans l'actualité ces dernières années. Il y a eu une espèce de comment on dit? C'est une fatia? Fatwa contre l'artémésia, qui est de plus en plus utilisé par certaines personnes pour prévenir, voire guérir le palu. On parle des laboratoires en fait, qui aimeraient plutôt que ce soit leurs médicaments qui soient commercialisés et qu'on ne puisse pas se tourner uniquement vers une solution naturelle et abordable à tous. Quel est votre avis dessus? Ça, il y a des dits que que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit partout, on parle de cela, les laboratoires. Moi, ça, je ne peux pas confirmer ça. Mais ce que je peux dire, c'est que l'artémisia, c'est-à-dire que c'est une plante qui est à la base des médicaments que nous utilisons actuellement. C'est-à-dire à la base, c'est extrait. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que c'est les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémisinine. Donc ça devient de ces plantes-là. Mais c'est-à-dire utiliser l'artémisia, même s'il est efficace, qu'on veut l'utiliser, on l'utilise en monothérapie. Et aujourd'hui, les normes, c'est-à-dire que les normes, l'OMS recommande qu'on n'utilise plus les médicaments en monothérapie parce qu'on tue
le médicament en l'utilisant en monothérapie. Lorsque vous faites les bithérapies comme les communothérapies que nous avons aujourd'hui, ça vous permet de protéger les différentes molécules qu'on n'en a pas. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est ce que je peux dire. Mais sinon, normalement, aujourd'hui, avec le groupe scientifique d'appui, parce que le docteur Tano qui parle ici, il n'est pas seul. J'ai des experts derrière moi. Les experts se sont prononcés là-dessus. Les experts ont estimé que pour le moment, même s'il est efficace, c'est une monothérapie. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Donc pour nous en tant que programme, nous ne conseillons pas qu'on utilise uniquement une monothérapie. Ça peut être efficace. Et tout ça, moi, je n'en ai pas encore pris, mais ça peut être efficace. Mais en l'utilisant seulement, c'est une monothérapie. Et si jamais on ne souhaite pas que ça arrive, cette plante aussi, tout le monde veut l'utiliser, on devient résistant, comment on va faire pour trouver des médicaments demain pour soigner? Donc, ce n'est pas bien d'utiliser les médicaments en monothérapie. On a supprimé tout ce qui est en monothérapie pour prendre les combinaisons thérapeutiques à base des dérivés d'artémisinine. Donc, voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qui est plus efficace? Ce sont les comprimés ou les injections? Le paludisme simple, c'est en fonction du cas du paludisme. Le paludisme simple seulement se traite avec des comprimés. Et je prends l'occasion pour dire sur ce plateau qu'un paludisme simple n'a pas besoin de recevoir des injections. Et là, on est clair là-dessus. C'est-à-dire, il y a un paludisme simple, quelqu'un qui a une fièvre qui vient, qui marche, qui est venu, qu'on a fait, il y a une goutte épaisse, on a fait, on a donné un traitement en ambulatoire. J'ai dit bien en ambulatoire, il prend son traitement, il s'en va chez lui. Ce sont les cas de paludisme graves qu'on doit faire les injections. Et dans ce cas, il y a une hospitalisation aussi? On vous hospitalise, voilà, on vous garde à l'hôpital et tout ça. Donc vraiment, nos confrères, je dis avec nos confrères, qu'ils respectent les directives, que les directives sont claires là-dessus. Vous incitez tellement, il y a des dérives apparemment sur la question. Non, pas qu'il y a des dérives, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent, comme vous, par exemple, vous, Pierre, vous arrivez et dites, non, moi j'ai besoin de me faire piquer une injection. Vous me faites moi piquer, non, je veux une injection. Oui, parce que je préfère, moi, les injections aux comprimés. Moi, je préfère les injections aux comprimés. Non, souvent, les clients ou bien le patient induit aussi le prestataire en erreur. Or, ils vont devoir vous dire non, que le médicament là, comme ça, le traitement, le paludisme que vous avez, c'est un traitement en ambulatoire, on vous donne un traitement. Il dit non, je suis sûr que je ne vais pas pouvoir respecter la prise de médicaments, il faut me piquer. C'est ça. D'accord. Et donc, il va vous piquer aujourd'hui. Demain, vous allez dire, moi, le monsieur là m'a piqué. Lui, il faut bien me faire piquer. Normalement, en ce moment-là, les directives ne sont pas respectées. Et là, il y a des risques pour celui qui se fait piquer au lieu de prendre même la piqûre, c'est pas... Il faut qu'on soit obligé de vous piquer. C'est-à-dire une piqûre ne doit pas se faire comme ça. Il faut que ça soit obligatoire pour qu'on vous donne une injection. On ne peut pas piquer à tout, on ne peut pas vous faire des injections à tout bon vent comme ça. Même si c'est petit, mais c'est un micro-traumatisme quand même. Il y a des gens qui dégainent, à tout va. Voilà, c'est pas normal. 1, 2, 3, je pique. C'est un petit micro-traumatisme quand même qu'on fait. Quand même, c'est un traumatisme. Et si en piquant, on tombe dans un vaisseau, on tombe quelque part d'autre, vous pouvez avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que le traitement du paludisme, il est en ambulatoire, ce n'est pas un traitement de comprimés. Ce traitement du paludisme grave, qu'on doit recevoir les injections et la personne est hospitalisée. Ça a le mérite peut-être d'être très clair. Tout à l'heure, on parlait des chiffres, on parlait notamment des personnes qui malheureusement sont décédées dues au paludisme. Est-ce qu'on a les chiffres des personnes qui ont été infectées par le paludisme? Oui, on a les chiffres. En 2020, par exemple, combien de personnes ont contracté? D'abord, pour avoir ce chiffre qu'on a, je vais vous expliquer un peu. Avant, on ne traitait seulement qu'à l'hôpital. On était seulement que dans les hôpitaux. Et dans les hôpitaux qu'on prenait en charge les personnes. Mais nous nous sommes rendus compte qu'on a couvert tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire, mais il y a toujours des cas de paludisme. Donc nous sommes allés dans la communauté. Aujourd'hui, on a formé des agents de santé communautaires qui sont dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons entre 27 et 30% de la population qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Malgré tout ce que le gouvernement a fait avant, on était à 37%. Avec l'avènement, on est en train de baisser. On continue de construire les hôpitaux. Bientôt, ça va devenir peut-être 25% ou 30%. Mais ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas accès facilement au centre de santé. Donc nous avons formé des agents de santé communautaires qui prennent en charge les enfants de moins de 5 ans et qui aident aussi les femmes enceintes à suivre leur traitement. Donc,
nous sommes descendus de la communauté. Pour augmenter, donc, c'est-à-dire qu'on descend de la communauté, le nombre de cas augmente. Parce qu'on va recruter des personnes là-bas. Et avant aussi, dans le privé, on ne prenait pas en charge les cas du privé. Donc, vous êtes malade, vous allez au privé, ce n'est pas compté. Donc aujourd'hui, on travaille avec le privé. Que ce soit les cliniques privées, que ce soit les entreprises, nous travaillons avec eux. Aujourd'hui, on connaît le nombre de cas qu'on a dans le public, avec le nombre de cas qu'on a dans le privé et le nombre de cas qu'on a dans la communauté. Donc, ce qui fait que quand on prend comme ça, on dit, mais on a l'impression que le nombre de cas a augmenté. Malheureusement, ça n'a pas augmenté. Ces cas-là étaient là, mais c'était sous-notifié. Donc, avec la notification actuelle que nous avons... Il y a une remontée d'informations plutôt juste. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, le nombre de cas qu'on avait l'année dernière, on était pratiquement à 5 millions. Cette année, nous sommes à 4 600 000. 4 455 à peu près. Donc, ça veut dire que le nombre de cas qui étaient là-bas commence à baisser. On a atteint ce qu'on appelle... On a atteint le sommet. Nous sommes en train de descendre maintenant parce qu'on a fini pratiquement de faire le recrutement. D'accord. On est très sûr, en tout cas, que dans ces 4 millions et quelques, l'INSEE n'y figure pas du tout. Non, même pas. Encore. J'espère pas. Parce qu'elle n'a jamais fait de palu, pour info. D'accord. Je touche ma tête. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur dans les informations qui vous sont parvenues sur le nombre Oui, il y a des erreurs. D'accord. Il y a des erreurs parce que, normalement, vous pouvez prendre... Il y a des moments, par exemple, dans un village, on dit non, comme si... Les chiffres qu'ils ont donnés, c'est comme si tout le village a fait le paludisme. OK. On dit, mais ce n'est pas possible. S'il y a eu une épidémie, c'est ça. Donc on a dû aller faire des enquêtes, tout ça. OK. Parce qu'avant, les gens disaient qu'il y avait beaucoup plus de cas. Donc maintenant, on fait des enquêtes pour avoir des données fiables. En tout cas, vous avez une idée, on ne peut plus précise, voilà. En tout cas qui se rapproche de la réalité désormais. Mais parce que même cette année, on va vérifier. Oui. Il y a une enquête qui est prévue pour aller vérifier les cas qu'on a vus. Les cas qu'on vient de dire ici, ils vont aller vérifier sur le terrain. Ils vont voir les experts nationaux et internationaux qui seront sur le terrain pour aller regarder les dossiers. Est-ce que c'est vraiment un cas de paludisme? Parce que, vous savez, vous pouvez avoir la fièvre, vous êtes venu pour mal de tête. On n'a pas fait de votre test et puis on dit que c'est un cas de paludisme. Ça, c'est pas normal. Confirmé. Ça, c'est pas normal. Oh, ça augmente le nombre de cas de paludisme. Tous ces chiffres sont centralisés à quel niveau? Au niveau du programme national? On a un logiciel normal qu'on appelle le DHS2. D'accord. Donc, il y a un logiciel du gouvernement. C'est là-bas, tous les dossiers sont dessus. Parfait. Et nous, on prend une partie, c'est là-bas qu'on prend les données. Excellent. Et donc, dans chaque district aussi, chaque district a ses données, mais via aussi le DHS2. Le sport, c'est bien contre le palu ou pas? Le sport est très bien, parce que si vous avez le paludisme, vous ne pouvez pas jouer au football, vous ne pouvez rien faire. Mais est-ce que le sport peut prévenir le palu? Parce que le sport vous permet d'être en bonne santé. Oui. Donc, si vous êtes en bonne santé et que vous dormez sur moustiquaire, donc il n'y a pas de lien. Bon, parlons sport. Hein. C'est un peu plus concret pour le coup. C'est la mi-temps de l'INSEE. Jingle. Et aujourd'hui, dans la mi-temps, on parle football avec cette grosse nouvelle. Jacques Anouma qui a annoncé le retrait de sa candidature à l'élection à la présidence de la CAF. Il se rallie ainsi implicitement à la candidature du Sud-Africain Patrice Motsepe. C'est bon ? Ok. Monsieur Motsepe sera donc candidat unique. Les 3 autres candidats, Monsieur Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor ou bien encore Ahmed Yahya, renoncera à se présenter en échange d'un poste de conseiller pour le premier et de vice-président pour les 2 autres. Donc voilà, c'est officiel. Jacques Anouma ne se présentera pas à la candidature à la présidence de la CAF. On continue sur ce terrain avec le programme de la première journée de Ligue 1 qui démarre donc le 20 mars à 15h30. FC San Pedro contre l'USC Bassam. À 18h, il y aura la FAD contre l'ES Bafing. Donc ça, c'est des matchs de poule A. Et en poule B, ce sera aussi le 20 mars, toujours à 15h30. La SEC Mimosa contre Bouaké FC. Et dimanche 21, ce sera Stella Club contre SOA. Et ce sera cette fois-ci à 15h30. On va parler d'athlétisme maintenant avec Marie-Josée Talou qui a donné les clés de son succès. Sans surprise, elle a récemment expliqué que pour se hisser donc à ce niveau-là, à ce niveau mondial, elle a dû travailler sans relâche et faire beaucoup de sacrifices. C'est le prix à payer pour réussir, car seul le talent ne suffit pas. Il faut faire preuve de volonté et de dépassement pour repousser sans cesse ses limites. Talou, qu'on a eu beaucoup de plaisir à recevoir sur le plateau de la télé d'ici. Merci l'INSEE pour cet update sportif. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier virage de la télé d'ici sur NCI.
toujours très bien de nous rejoindre. C'est le tout dernier virage de cette émission consacrée au paludisme avec Dr Méa Antoine qui tient absolument à nous parler de la campagne de distribution de moustiquaires. Merci beaucoup. C'est marquant d'ailleurs. Oui, ça démarre le 16 mars. D'accord. Mais avant ça, je voulais juste préciser quelque chose. Il y avait une question que m'avait posée madame, et faudrait que je puisse passer comme ça. Elle avait demandé à quel moment les moustiques piquaient davantage. C'était pour dire que la nouvelle femelle ne pique seulement que de façon préférentielle la nuit. Oui. Ok. Et les moustiques, comme le moustique qui est responsable de la dengue, pique en général le matin. Ah, je crois que c'est de l'après-midi. Non, le matin, à la journée. D'accord. Il pique la journée. OK. Et il pique la journée et il ne pique pas la nuit. Donc celui qui travaille la nuit, donc qui ne dort pas, il ne fera pas de palu. Et donc, juste c'était pour préciser cela. On a compris, d'accord. Et maintenant, par rapport à la campagne, je disais tout à l'heure, on a posé des conditions pour ne pas contracter le paludisme. La première des choses, c'est de dormir sur la moustiquaire. On nous sommes rendus compte que nous avons fait, c'est la 4e campagne que nous allons faire. Mais des zones comme Abidjan, le taux d'utilisation est entre 29 et 43%. Mais quand vous partez à l'intérieur du pays, dans les villages, on va jusqu'à 80% de taux d'utilisation. Meilleurs élèves. Et donc, quand on a utilisé la moustique à 80%, on peut réduire le nombre de cas de moustiques, le nombre de cas de paludisme de 30 à 40%. D'accord. Et donc, nous allons commencer la distribution de moustiquaires. Comment s'en approprier? D'abord, nous allons faire d'abord le dénombrement. Nous allons compter le nombre de populations. Nous allons compter dans les ménages, faire comme un recensement. Mais nous allons compter le nombre de personnes habitant dans une maison. Et puis on va vous demander combien de sites de couchettes vous avez. Si vous avez 2 couchettes ou 3 couchettes, vous avez combien à la maison, l'information va venir. Donc, il y aura des personnes qui seront bien identifiées en chasuble. Ils vont mettre campagne, qui viendra vous voir dans les maisons, qui vont vous demander... Tous les quartiers? Tous les quartiers de Côte d'Ivoire. Tous les quartiers... Quel que soit le standing? Quel que soit le standing. D'accord. Mais malheureusement, très souvent, quand on arrive à Cocody, dans les zones, il y a des personnes qui refusent de voir nos ASC. Vos agents. Nos agents de santé communautaire. Ouais. Mais ils refusent de les voir et après, ils passent derrière là-bas pour dire qu'ils n'ont pas eu le moustiquaire. OK. Et maintenant, on reçoit des instructions